Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On poursuit ce rendez-vous hebdomadaire Cœur de patrimoine avec une idée d'investissement. On aime parfois vous illustrer pour vous la gestion de patrimoine en trouvant tel ou tel motif d'investissement. Et pour ce faire, on accueille ce matin Thaïs Castan. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, associé chez L&A Finance. Et avec vous, on va parler d'un investissement. Alors, je le disais en clin d'œil, juste en remerciant Sébastien Coenon qui a tapé du poing sur l'immobilier. Ouais, on va quand même parler d'IMO parce que même si effectivement on vous encourage notamment à investir sur des actifs cotés, etc., l'IMO malgré tout fait partie des investissements que les Français apprécient tout particulièrement. Et il y a une catégorie sur laquelle on va insister ce matin, ce sont les résidences gérées. D'abord peut-être qu'est-ce qu'on appelle une résidence gérée et puis quels avantages on trouve, avantages fiscaux notamment parce qu'il y a toujours une petite once de fiscalité. C'est pas pour vous mentir qu'on a largement consacré cette émission à la fiscalité. Les avantages fiscaux de ce fameux statut de loueur meublé quand on est en résidence gérée. Alors, qu'est-ce qu'une résidence gérée ? C'est le plus simplement possible d'acheter un lot dans une résidence, finalement, qui est exploitée, donc gérée par une entreprise dont c'est le cœur de métier. Donc, par exemple... Donc ça peut être quoi ? Étudiant, santé Il y a différents secteurs. Alors, on se trouve essentiellement dans le principe du bail commercial. Du coup, ça, c'est une donnée qui est très importante et qu'on va retrouver tout au long de cette interview. C'est alors le fait que ce soit une entreprise qui soit notre locataire et non pas un particulier. Et D'accord. Ça, c'est une distinction qui est très importante. Alors, effectivement, il y a différents secteurs. Comme vous l'avez dit, il y a les étudiants, il y a les résidences seniors, différents des EHPAD, mais qui en font également partie. Il y a tout ce qui est cadre mobilité. Aujourd'hui, il y a le tourisme. Enfin voilà, il y a plein de secteurs finalement qui ne sont pas liés au résidentiel, mais à d'autres exploitations. Donc voilà. Et donc cette résidence gérée, elle donne le droit à ce fameux statut qui a des avantages fiscaux, c'est ça ? Alors, pas qu'une résidence gérée. Finalement, ce statut du loueur en meublé non professionnel du LMNP, on a l'obtention de ce statut dès lors qu'on loue un bien et qu'il est meublé, donc qu'il répond à différentes caractéristiques du fait que l'on puisse se doucher dans le bien, enfin se laver, manger et dormir. Mais effectivement, les résidences gérées font partie de ce statut du LMNP qui est très avantageux pour l'investisseur. Alors, quel avantage on en tire fiscalement parlant ? Parce qu'il y a toujours cette petite carotte qui guide un petit peu, qui est la boussole pour beaucoup de l'investissement. Exact. Alors, déjà, les revenus fonciers, de manière générale, sont quand même avantageux pour l'investisseur du fait qu'on a la possibilité de déduire toutes les charges issues du bien que l'on loue, des revenus que l'on perçoit. Donc ensuite... lié à ce différentiel, soit on a un bénéfice foncier qu'on vient ajouter à son revenu imposable, soit on a un déficit foncier qu'on vient déduire de son revenu imposable. Mais en plus de cela, le statut du LMNP fait bénéficier à l'investisseur d'un amortissement. Donc en fait, c'est une petite poche qui va venir réduire le bénéfice foncier à zéro, le neutraliser en fait. Ce qui veut dire pour l'investisseur que pendant un certain nombre d'années, jusqu'à ce qu'il épuise cette petite poche d'amortissement, pendant un certain nombre d'années, il n'aura pas de fiscalité sur les revenus générés par son patrimoine, par son investissement. Donc il faut quand même le rappeler. Et alors, ce dispositif, entre guillemets, on le subit ou il y a une façon de l'optimiser et vous, par exemple, est-ce que vous prenez votre client sous l'aile et puis vous vous dites, on va gérer ça comme ça, de façon à tirer la substantifique moelle de ce dispositif ? Bien sûr. Alors déjà, c'est pas un investissement qui correspond à tout le monde. L'investissement miracle n'existe pas. Donc il faut vraiment faire un audit et avoir une discussion claire avec le client pour savoir quelle est sa situation, quels sont ses leviers d'investissement et quelles sont ses attentes. Alors si l'investissement en LMNP et de surcroît en résidence gérée convient à ses attentes, pourquoi pas lui proposer ? Et effectivement, en termes d'optimisation et de conseil global, si vous voulez, oui, il y a un accompagnement qui est fait par le cabinet L&A, c'est-à-dire de suivre l'investissement tout au long de la vie du processus, mais aussi surtout au moment de la revente, de la fin. Alors quand je dis revente, ça peut être une revente à soi-même, ça peut être une revente à un tiers, mais c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait une fois que le dispositif en LMNP est terminé, parce que il arrive un moment où cet amortissement est épuisé, si vous voulez. Résidence gérée, ça veut dire que on a une part dans un grand lot, enfin dans un immeuble, quoi, et qu'il y a un opérateur.
Alors, pas tout à fait. C'est pas une part comme on peut l'avoir sur un principe en SCPI ou en SCI, par exemple. On est vraiment propriétaire d'un lot qui est identifié avec une surface, un nombre... Voilà. Je m'étais mal exprimé. On dépend quand même d'un gestionnaire, d'un promoteur. Enfin, voilà. Absolument. Et j'imagine que tous ne se valent pas. Non. Comment on choisit ? C'est vous qui choisissez ? C'est-à-dire qu'en fait, vos clients, ils viennent vous voir en disant, tiens, moi, je veux faire de la résidence gérée, et vous avez un portefeuille restreint. Oui. Et si oui, vous faites comment pour démêler le bon grain de livret ? Voilà, Cédric, c'est toute la subtilité de notre métier et notre expertise, c'est-à-dire de sélectionner les meilleurs intervenants sur le milieu. Nous, on ne propose pas de produits maison pour la simple et bonne raison qu'on estime que chacun a son expertise. Et le but du cabinet, c'est de sélectionner les meilleurs promoteurs, distributeurs et donc gérants. Donc effectivement, il y a une relation tripartite, si on veut, dans cet investissement, où d'une part, il y a le promoteur qui va assurer la qualité du projet, qui va assurer aussi les délais, parce que c'est un point important, surtout dans l'immobilier. Il y a ensuite le gestionnaire qui va assurer la pérennité de la location de la résidence et donc des revenus de l'investisseur. Et enfin, la dernière partie, c'est l'investisseur en lui-même qui va aider au financement de ce projet, au comptant ou à crédit. Mais donc, chacun, entre guillemets, je ne vais pas dire se connaît, mais a une relation et c'est vous qui pilotez, entre guillemets. Exactement, on est comme une tour de contrôle auprès de ces trois parties, ouais, exactement. Et on essaye de faire en sorte que tout se passe au mieux et que chacun soit satisfait. Donc voilà, je suis épargnant, je suis tenté par votre histoire ce matin, je vous contacte et après, vous avez les opérateurs, les promoteurs, etc. Malgré tout, en cours de vie patrimoniale, parfois son objectif change, la vie est ce qu'elle est, etc. Et on peut se retrouver mal placé sur tel ou tel arbitrage. Il y a un marché secondaire ? Absolument. Et d'ailleurs, le marché secondaire se dynamise beaucoup parce que pour un investisseur, un futur acquéreur, c'est une donnée précieuse d'avoir un historique de la location du bien. Ouais. Par exemple, en clair, tout s'est déjà bien passé, donc il n'y a pas de raison que... Quelque part, il y a un peu moins de risque, parce qu'on sait que le bien a été loué sur telle durée, avec tel montant, avec tel gestionnaire, et finalement... si toutes les conditions continuent d'être réunies, pourquoi ça devrait changer ? C'est un peu le débat. Et donc, contrairement à un bien qu'on achèterait dans le neuf, finalement, où là, finalement, on a un historique du gestionnaire, ou alors on a un historique aussi du promoteur, de la qualité des projets qu'il propose, mais le bien n'a encore été jamais loué. Donc, cette incertitude, si vous voulez, elle se paye d'une certaine manière, et le fait d'acheter un bien en seconde main, on va dire ça comme ça a une valeur précieuse pour l'investisseur. Donc, on peut effectivement se dire qu'on ne sera pas piégé. Et puisque vous nous avez parlé de considérations fiscales en début de propos, via le marché secondaire, entre guillemets, comment on fait là, ces histoires de fiscalité ? On reprend le truc au milieu, on bénéficie que de la moitié du gâteau, C'est une bonne question. Alors, on bénéficie, dès qu'on rachète le bien, en fait, l'amortissement dont je vous parlais... est transféré aussi ? Oui, reprend à zéro, en fait. Ah d'accord, ah ouais. Reprend à zéro, donc que le bien soit neuf ou ancien, on ne va pas récupérer le reste de l'amortissement, on bénéficie de l'amortissement total, et cet amortissement, il est estimé à 80% de la valeur du bien. Donc si on le rachète potentiellement plus cher, on a un amortissement plus gros. La seule chose dont on ne bénéficie pas quand on investit dans le marché secondaire, c'est de la récupération de la TVA. Parce que quand on achète dans le neuf, il y a 20% de TVA sur un bien et en fait, on nous reverse cette TVA qui a été payée. Bon, après, quand on achète dans l'ancien, il n'y a pas de TVA. Donc, bon. Bon, malgré tout, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a quand même pas mal d'incertitudes, où les gens se posent pas mal de questions. Est-ce que vous avez 2-3 petits trucs, arguments pour dire à nos auditeurs, à nos auditrices ce matin, aujourd'hui, même si le monde est ce qu'il est, pour telle et telle raison, cette proposition que j'apporte dans Cœur de Patrimoine, elle est intéressante. Alors, pour simplifier la chose auprès des investisseurs, je la résumerai en 3 parties. Il y a à la fois le fait qu'un investissement en LMNP, en résidence gérée, propose un cadre juridique sécurisé du fait du bail commercial. Ça, c'est un point qui est très, très important et je le souligne.
L'autre point, c'est qu'on a un cadre financier qui est structuré, du fait que l'on confie son bien à un gestionnaire qui est connu et reconnu pour ce qu'il fait et qui, en plus de cela, a été sélectionné par un cabinet comme le nôtre qui a une expertise à ce niveau-là. Donc je dirais que l'aspect financier est quand même bien structuré et éprouvé. Et enfin, le dernier cadre, c'est un cadre fiscal. Alors même malgré, je dirais, la nouvelle loi de finances 2025... Parce qu'on en a pas mal entendu parler. Hein. Voilà, du fait que l'on réintègre l'amortissement dans le calcul de la plus-value, avoir, si vous voulez, un statut juridique en LMNP qui permet de gommer la fiscalité sur ces revenus fonciers pendant une durée longue, c'est-à-dire entre 10 à 20 ans en fonction de la manière dont on investit, c'est quand même un cadre fiscal qui est très avantageux. Et en plus de cela, je le rappelle, si on garde le bien longtemps, ça veut dire plus de 20 ans, voire même plus de 30 ans, il n'y aura pas de fiscalité sur la plus-value puisqu'on est exonéré. Et ben voilà, quelques idées claires et simples et percutantes pour promouvoir cet investissement en résidence gérée. Merci d'être venu avec conviction défendre tout ça. Thaïs Castan pour L&A Finance. Voilà, c'est la fin de Cœur de patrimoine pour cette semaine. On se retrouve bien évidemment mercredi prochain. Merci de votre fidélité. Et puis vous n'oubliez pas non plus le grand rendez-vous de l'épargne et les questions que vous pouvez vouloir nous envoyer. On se retrouvera le vendredi 30 avec Quentin Ballaurent et Capital. D'ici là, vos questions, notre boîte mail, questions au pluriel @capital.fr. À mercredi. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.